C'est un temps que les moins de 40 ans n'ont pas connu, l'époque où les étiquettes valsaient, les années 70, avec une inflation qui montait certaines années jusqu'à 14% sur l'année. Alors elle avait disparu des statistiques, cette inflation réduite à l'état de spectre après le tournant de la rigueur de 83, ça avait été la purge. Mais voilà que le spectre se réveille, qui reprend de la consistance et personne ne peut garantir que ce sera transitoire, comme disaient les banquiers centraux il y a quelques mois. Je les imagine un peu plus discrets dans l'emploi de ce terme ces dernières heures. L'inflation vient percuter de plein fouet le pouvoir d'achat des Français. Et d'ailleurs, c'est pareil dans toute l'Europe. Regardez le gaz. Bruno Le Maire compare le choc actuel sur les prix au choc pétrolier de 73, quand les prix avaient été multipliés par 4 en quelques mois. Alors, il y a le phénomène économique et puis aussi le risque social, le ressenti des Français, le risque politique également. Nous sommes à 74 jours du premier tour. Bonjour Fathia Agag Boujalat. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes enseignante, vous êtes essayiste. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et David Revaud-Dallon, le rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche. David, je commence avec vous. Je redonne les chiffres. L'énergie, c'est plus 26% sur la zone euro l'an dernier. Le pétrole, plus 15% en un mois, etc., etc. Alors, il y a le contexte ukrainien, évidemment, qui complique un petit peu les choses. On sent une fébrilité du côté du gouvernement, vous qui êtes un observateur attentif de la vie politique et notamment de l'action gouvernementale. Ouais, évidemment, ces hausses vertigineuses, ces chiffres que vous venez de citer, tombent au plus mal pour l'exécutif à un peu moins de 3 mois du premier tour. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout ce qui était prévu en termes de terrain de la campagne ou de sujet ou de thématique de la campagne par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, depuis le début, il a un objectif, c'est de placer cette campagne. Vous savez que celui qui organise le terrain, qui domine le terrain où le sujet principal a un avantage concurrentiel, c'est comme en football, comme s'il jouait à domicile. Emmanuel Macron, il misait sur l'économie, les réformes économiques, les bons indicateurs du chômage, de la croissance et son fameux plan 2030 pour se projeter vers les investissements d'avenir. Or, patatras, là, c'est pas du tout l'économique qui est en train de percer, mais c'est le social. On le voit bien sûr avec ces chiffres, préoccupation normale, mais aussi on le voit dans les enquêtes d'opinion où ce qui n'était pas forcément flagrant il y a quelques semaines devient vraiment l'enjeu prioritaire. Et même si c'est des mécanismes essentiellement internationaux, vous parliez de la situation en Russie, de la situation post-Covid, etc. Des frictions dans les approvisionnements industriels, voilà, qui expliquent une partie de cette inflation. Évidemment, ce que vivent les Français au quotidien, eh bien, ils ont envie de présenter l'addition au gouvernement. Emmanuel Macron, vous avez vu cette semaine, a beau avoir répété et martelé qu'il n'y était pour rien et que s'agissait de mécanismes internationaux, forcément, à qui les Français présentent-ils l'addition ? C'est à l'exécutif. Alors évidemment, on a diffusé ce matin sur Europe 1 de nombreux reportages illustrant ce que représente l'impact que ça a sur la vie de tout un chacun, selon son niveau de vie. Évidemment, comme le disait Laurent Berger, on ne vit pas l'inflation de la même manière quand on gagne 1 200 € par mois que quand on en gagne 5 000. Fathia Agag Boujalat, je ne vais pas vous demander de me montrer votre fiche de paye, mais vous êtes enseignante justement. On sait que la rémunération, le traitement, ça fait 10 ans que le point d'indice n'a pas bougé. Est-ce qu'il se passe des choses sur le front du pouvoir d'achat ? Est-ce que le ministère de l'Éducation vous propose actuellement des solutions ? Parce qu'on voit que partout, le thème s'impose. Écoutez, moi je n'ai rien à cacher. Je touche 2 000 € net après prélèvement à la source après 17 ans de carrière. Et vous êtes un peu au-dessus du revenu médian en fait. Voilà, et au bout de 17 ans de carrière. Voilà. Et ce que nous a proposé le gouvernement, on a perdu 400 €. Voilà ce qu'on a calculé de manière objective à cause du gel du point d'indice. Voilà, on devrait être payé 400 € de plus de net par mois. C'est quand même une somme considérable. Donc on a eu cette aide de 15 € par mois pour la mutuelle, qui a explosé par ailleurs, parce que c'est ça aussi qu'il faut le dire, l'inflation. Moi, ma mutuelle, elle est passée de 56 € à 96 € en 8 ans. Sans être mieux remboursé, c'est ça. Donc ils nous ont proposé un espèce de comité d'entreprise un peu bizarre qui s'appelle Préau, mais il faut y adhérer. C'est-à-dire c'est nous qui payons, alors que normalement le comité d'entreprise est payé par l'entreprise. Et en plus c'est pour des prestations absolument ridicules, c'est-à-dire des réductions de 0,2% sur des cartes, des tickets. Voilà, c'est absolument ridicule et dérisoire. Après, on dit « Oh, mais les profs, ils sont là pour la vocation ». Non, le salaire, ça fait partie. Après, il ne faut pas s'étonner que ce soit une profession essentiellement féminine, où on voit souvent maintenant, soit c'est des couples de profs, soit surtout c'est des couples avec quelqu'un qui a le vrai métier, qui lui ne s'absentera pas pour garder les gosses, qui a le vrai salaire, parce que le salaire est dérisoire. Donc par rapport à ça, vous avez raison, le gouvernement a essayé de faire des choses, supprimer la taxe d'habitation, ou la baisser pour certains, et tout ça c'est lissé, tout ça c'est envolé par la récente hausse des produits.
Vous pourrez leur prouver qu'objectivement, notre pouvoir d'achat a augmenté malgré la crise. Voilà, pas de souci, ça c'est objectif. Mais il y a le ressenti, la psychologie. C'est quoi le reste à vivre? Puis je vous dirais, c'est quoi le reste à jouir aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut partir en vacances? Est-ce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a tout payé, en fait, on ne peut rien faire à part survivre? Alors, vous avez des reportages partout ce matin dans la presse qui semblent se réveiller un peu sur ce thème du pouvoir d'achat. Sentant aussi d'ailleurs la fébrilité gouvernementale. Est-ce que, Charlotte Dornelas, vous identifiez une sorte de point de bascule peut-être dans le déroulement de cette pré-campagne où on a beaucoup parlé au début de l'immigration, puis il y a une séquence pouvoir d'achat à l'automne avec la montée du prix de l'électricité, puis il y a eu, on a parlé du grand remplacement, et voilà que le grand renchérissement du coût de la vie revient très fort là. Oui, je crois que c'est un sujet, honnêtement, notamment depuis la crise des Gilets jaunes, personne ne peut faire semblant de ne pas voir que c'est un sujet absolument central et que par ailleurs, toutes les autres questions, je ne vais pas dire moi qu'elles ne sont pas importantes, elles sont évidemment importantes, mais la première question qui touche de manière évidente tous les Français, c'est de savoir est-ce que je peux vivre correctement et est-ce que je peux assurer une vie décente à mes enfants. C'était un peu en tout cas le point commun indiscutable de tous les Gilets jaunes à l'époque. Moi, ce qui, à mon avis, va être très compliqué pour le gouvernement, enfin pour Emmanuel Macron aussi, les candidats demain, et pour tous les autres, c'est qu'il n'y a rien de plus nébuleux que la question du pouvoir d'achat dans le débat public. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat se pose extrêmement différemment pour quasiment tous les Français, en tout cas pour beaucoup de groupes de Français très différents. En effet, on a un rapport au pouvoir d'achat qui est lié à l'argent que l'on gagne, c'est même la définition, ça c'est sûr, qui est lié de manière générale à la question de l'inflation, à la question du coût de la vie, mais aussi justement, quand j'entends reste à vivre et reste à jouir, on n'a pas du tout le même rapport tous à ça, notamment par des questions d'éducation, par des questions d'environnement socio-culturel. Donc c'est des questions tellement individuelles, j'exagère peut-être, mais tellement particulières à chaque fois qu'on peut faire une réponse sur est-ce que les patrons se comportent bien. Je vois toutes les études qui sont sorties. Quel est le rapport aux patrons? Comme s'il y avait deux patrons comparables, notamment de manière générale, dans la gestion de l'entreprise et par rapport à la crise du Covid. Oui. Mais il y a un problème que va avoir, à mon avis, Emmanuel Macron, c'est que depuis la crise des Gilets jaunes, qui a quand même commencé sur des gens qui ne demandaient pas de l'argent, mais simplement de pouvoir vivre de leur travail, ce sont deux questions quand même un petit peu différentes. Depuis ce temps-là où on leur a dit c'est très compliqué, on peut pas répondre directement, il y a eu toute la période quoi qu'il en coûte où l'argent est soudainement devenu magique. Et on se dit donc pognon de dingue. C'est ça. Donc ça fait des années qu'on nous dit on peut pas changer de système et tout à coup par miracle on a changé radicalement de rapport à l'argent public. Alors ça va être compliqué. Mais justement l'État se positionne dans cette crise du pouvoir d'achat. Comment réagit-il, David Revaudalon? En tout cas, je reviens sur le terme que vous avez employé. Il y a un petit vent de panique dans les rangs. C'est vrai que les Gilets jaunes, souvenez-vous, c'est quand même le prix de l'essence, l'origine de la déflagration. Oui. C'est l'étincelle, si j'ose dire, qui allume l'incendie. Et ça se solde par un blocage de la trajectoire prévue de la fameuse TICPE. Absolument. La prime d'activité. Une revalorisation nette, mais à la charge de l'État. À la charge de l'État. Et donc, effectivement, derrière, pour d'autres raisons, on enchaîne sur le quoi qu'il en coûte et l'argent, effectivement, devient magique. J'en veux pour preuve le baromètre que nous avons publié dans le JDD, baromètre IFOP de l'exécutif, qui mesure depuis des décennies la cote de popularité du président et du Premier ministre. Celle-ci était très stable depuis quasiment un an. Elle chute de 4 points. Pourquoi? La première raison invoquée par les sondés, par les Français, c'est évidemment le pouvoir d'achat, ce qui n'était pas le cas encore il y a 2 mois. Donc ça veut dire que le sujet remonte très très fort. Et qu'effectivement, vu le traumatisme politique qu'avait subi la Macronie à l'époque devant les Gilets jaunes, il y a, vous avez vu, à la fois 4 tentatives, le bouclier énergie, la dernière mesure annoncée il y a 2 jours par Jean Castex sur l'indemnité kilométrique, l'indemnité kilométrique, le coup de pouce fiscal. Mais ça, dans le débat public, dans la campagne présidentielle, je veux dire, ça ne tiendra pas la route parce que vous avez évidemment toutes les oppositions, et c'est déjà le cas depuis quelques jours, qui tapent sur le fait que le problème de ce quinquennat, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que ça réactive évidemment, du point de vue des Français plutôt modestes, l'idée du président des riches. Ça, c'est inscrit dans les verbatims des sondages de l'IFOP. Président qui vit à des kilomètres de la vie quotidienne des Français, qui n'a aucune idée de ce qu'est justement leur préoccupation au quotidien. Intéressant de voir aussi, c'est qu'à l'étranger, on regarde le débat français, on dit mais ils sont vraiment obsédés par le pouvoir d'achat, les Français. Il y a aussi quelque chose qui est très particulier à notre peuple, et ce ressenti négatif, on le sait, ne date pas d'hier, et aussi cette gestion par l'État, l'État nounou qui vient répondre. Et alors je vous donne ce chiffre, la part de prestations monétaires, la part de prestations sociales dans l'ensemble des revenus des Français, elle est passée de 11%
à 21% en l'espace de 60 ans, Fathia. Mais c'est bien ça le souci. Chèque inflation, prime de Noël, prime de rentrée. On a en fait l'État nounou, l'État qui assiste absolument. Certains vont parler d'assistance et d'autres d'assistanat. Ça, c'est le côté idéologique qui parlera. On a un problème en France, c'est que les salaires sont bas. Les salaires étant bas, l'État compense. Voilà. Et c'est là que devient l'argent magique emprunté. Et il faut des prix bas dans un pays où les salaires sont bas. Exactement. D'où la baguette à 29 centimes. Faut pas que ça augmente. Oui, si on aime le mauvais pain, oui. Pour moi, c'est religieux. C'est sacré. Voilà, c'est sacré le bon pain. Mais par exemple, je vois dans mon quartier, ma famille est de l'Est de la France, où mes frères, ils vont travailler en Suisse. Certains fonctionnaires, qui étaient fonctionnaires, d'autres qui étaient cadres, vont travailler en Suisse. Pourquoi ? Parce que ils sont prêts à travailler un peu plus. Les 35 heures, ça, c'est un fétiche de gauche. Ils sont payés 3 à 4 fois plus. Voilà. Donc ils sentent, les gens qui bossent reçoivent le salaire. Et en vivant en France, mais alors là, ça décuple l'effet, puisque les prix ne sont pas les mêmes qu'en Suisse. Voilà, les salaires sont tellement bas dans la France, c'est aussi pour ça qu'on parle de pouvoir d'achat. C'est pas, et puis il y a ce grand écart pour la classe moyenne qui a l'impression de tout supporter et de très peu recevoir. Voilà. Quand François Hollande a renoncé pourquoi les salaires sont si bas en France. Je peux donner les on va être très explications. honnête, la taxe, moi quand j'explique aux élèves la différence entre salaire brut et salaire net, et quand je leur monte ma fiche de paye, et je leur dis voilà, officiellement, par exemple, je touche, je sais pas moi, 6 000. Après, vous avez les 2 000 € de taxes que prend à sa charge l'employeur. Et puis après, vous avez les taxes que moi, je paye pour cotiser au régime général. Vous parlez du super brut jusqu'au super net, si voilà. je peux dire. Là, et je dis bien aux élèves, vous voyez, la différence entre la gauche et la droite, c'est pas comme certains de mes collègues disent, la gauche est gentille, la droite est méchante et égoïste. C'est... Est-ce que dans un cas, vous êtes prêt à vous mettre dans la solidarité nationale parce que vous pensez que l'État doit intervenir, l'État doit aider, ou est-ce que dans un autre cas, vous préférez être payé plus parce que vous pensez que c'est l'individu qui doit se débrouiller, mais voilà, vous n'aurez pas le même salaire, mais vous n'aurez pas non plus les mêmes aides, vous n'aurez pas plus ça. Alors il y a des raisons aussi pourquoi on a des salaires aussi bas. D'ailleurs, c'est peut-être lié à la construction européenne. Des économistes nous disent quand les Allemands ont fait le choix de faire de l'industrie de qualité, du très haut niveau, quand l'Union européenne intègre les pays de l'Est qui eux sont sur des stratégies low cost, la France ne choisit pas, reste dans une espèce d'entre-deux, de milieu de gamme, et qui la tiraille par les deux extrémités, nous condamnant à un enrichissement beaucoup moins rapide. Et qui va avec le secteur tertiaire, parce que le secteur tertiaire, soit vous êtes très bien payé en étant ingénieur, soit vous avez des petits salaires en étant à temps partiel. Et qui va avec la désindustrialisation massive également. Effectivement. Alors, je vous soumets une formule, Charlotte Dornelas, que j'emprunte à Jean-Pierre Robin, qui est rédacteur en chef économie au Figaro, et qui, au moment du versement de l'annonce de la fameuse prime inflation, vous savez, c'est 100 € versés à 38 millions de Français, se dit, alors au nom du pouvoir d'achat, est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter du pouvoir ? Il renverse la proposition, voyant évidemment, un geste électoraliste, totalement électoraliste. Au-delà du geste électoraliste en période électorale, on a tous un peu ce réflexe de voir des gestes électoralistes partout, mais au-delà de ça, il y a quand même une dépendance des individus à l'État qui, philosophiquement, est problématique. Encore une fois, on préférerait, et je pense que tous les gens d'ailleurs préféreraient vivre de leur travail, surtout quand ce sont des gens qui travaillent. Mais je pense qu'il y a une question, on n'est pas, alors c'est un lieu commun de le dire, mais c'est quand même important, on n'est pas un peuple d'économistes très fins, ça tombe bien, moi non plus. Donc je vois les choses d'extérieur par rapport à toutes les problématiques économiques compréhensibles. Or, sur donc cette on vous a question, pas dit que l'inflation c'était une super nouvelle pour réduire la dette, par exemple. Non, par exemple, moi ça je rentre pas. Chose. Simplement, il y a une chose, c'est que à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises, vous parliez tout à l'heure de l'indemnité kilométrique. Donc on dit tout à coup, on peut réduire sur ce que vous payez fiscalement, augmenter, on va dire, votre indemnité kilométrique. Tout à coup, c'est décidé. Donc, à chaque fois, c'est des petites mesures. Et d'extérieur, on se dit, mais est-ce qu'il est possible, une fois pour toutes, de se poser structurellement la question de la légitimité de l'impôt ? Pourquoi est-ce que tout à coup, on peut baisser cette question-là ou augmenter ? C'est autre chose que de distribuer un chèque, que de baisser la part des impôts qui sont payés. Surtout que, et c'était l'autre jambe, on va dire, du mouvement des Gilets jaunes, à l'époque, c'est pas tellement on veut pas payer d'impôts, c'est
est-ce que pour une bonne fois pour toutes, quelqu'un peut nous expliquer à quoi sert cet argent? Où est-ce qu'il va, puisque l'école recule, puisque la SNCF, on n'a plus les petites lignes, parce que les services publics s'éloignent de plus en plus de chez nous, et à la fin on nous dit c'est pas grave, vous allez et en plus on va leur dire c'est grave parce que vous prenez la voiture et vous la prenez trop. Mais comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et tout ce rapport de la gestion de l'argent, et je pense que l'adhésion à l'impôt, c'est pas tellement problématique initialement. Évidemment, on veut tous payer moins d'impôts. Bon, une fois qu'on a dit ça, le payer des impôts, la question de la solidarité, elle pose pas de problème philosophique aux gens ici. C'est simplement à quoi sert cet argent et quand est-ce qu'il me revient, pas forcément sous forme d'argent, mais sous forme de participation à ce pays-là. Cette question, ça fait 3 ans qu'elle est posée, personne n'y répond. David Revaud-Dallon. C'est vrai qu'en cette fin de quinquennat, ces 6 derniers mois, les chèques ressemblent plutôt à des rustines. Valérie Pécresse en a d'ailleurs fait un thème d'attaque avec sa fameuse formule sur le fait de cramer la caisse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le président Macron, comme sur quelques sujets, je pense à l'islamisme, je pense à la sécurité, il s'est quand même converti. Vous citiez vous-même l'argent magique, le pognon de dingue. Là, effectivement, il y a quand même une distribution générale. À sa décharge, tous les présidents l'ont fait, tous les présidents sortants en quête de réélection l'ont fait en fin de quinquennat. Mais là, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est le changement total de paradigme. Et deuxième point, vous citiez Dimitri Pavlenko, la dette et le déficit. Pour le coup, s'il y a un sujet qui est totalement absent de cette campagne, c'est la dette et le déficit. Or, ces chèques, ces rustines qui sont collées un petit peu partout, elles vont coûter très cher. Je 15 milliards. Voilà. Au-delà de ça, le quoi qu'il en coûte a quand même fait passer la dette publique de 100 à 120% du PIB. Et je constate, hélas, que dans cette campagne, bien sûr, aucun candidat d'aucun parti n'évoque ce sujet. Il faudra quand même se le poser et je pense que ça va coûter très très cher au lendemain de l'élection. David Revaud-Dallon, le rédacteur en chef du service politique du JDD, est avec nous. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Fathia Agag-Boudjalat. Je cite votre ouvrage, je ne l'ai pas donné la semaine dernière, Les Nostalgériades. On aurait pu parler des pieds noirs. Il s'est passé des choses sur ce chapitre-là. Ça, c'est une rente. On aura l'occasion. La rente mémorielle, c'est une rente sans fin.